Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Moi c'est Florence et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de ces aventuriers qui parfois ont tout quitté pour réaliser leurs rêves, faire un tour du monde. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Sophie, connue pour son blog Poésie by Sophie, que d'ailleurs je vous recommande vivement. Sophie est une maman belge de 3 filles qui adore voyager. Expatriée pendant 5 ans en Afrique du Sud, elle est devenue la spécialiste des voyages et des safaris avec enfants. Elle partage ses astuces pratiques pour voyager en toute sécurité. En 2019, ils sont partis faire un tour du monde en famille pendant 8 mois. Sophie est une vraie source d'inspiration pour ceux qui aspirent une vie de voyage et de découverte. Encore une fois, elle nous montre qu'il est possible de réaliser ses rêves et de partir à l'aventure, même en famille. Bonne écoute! En tout cas, je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast parce que j'ai l'impression plus de te connaître depuis longtemps. C'est vrai? En fait, on a fait notre tour du monde exactement en même C'est temps. ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. On était, c'était la même année, quoi. C'était la même année avec un profil assez similaire parce qu'on a toutes les deux 3 enfants. Ouais, exactement. Mais tu es bien plus experte que moi en la matière. Et du coup, j'ai plein de questions à te poser et j'avais vraiment envie de découvrir l'envers du décor parce que, en tout cas, j'invite tous les auditeurs à suivre déjà ton compte Instagram qui porte très bien son nom, Poésie by Sophie, parce que je trouve qu'il est d'une douceur, d'une poésie. Les photos sont magnifiques. Donc c'est vraiment un bonheur de te suivre et j'avais vraiment envie de comprendre comment tu fonctionnais, comment tu avais réussi à organiser tout ça. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation? Est-ce que tu peux nous présenter ta famille? Donc, ben, moi, c'est Sophie, j'ai 43 ans, je suis belge. Ça fait maintenant 18 ans que je suis mariée avec Diego. Et on a 3 filles qui n'arrêtent pas de grandir. Aliénor, 16 ans. Colombine, qui a fêté ses 14 ans la semaine dernière. Et la petite dernière, Aprélia, 9 ans. Donc ça, c'est notre famille. Et pour compléter un peu le tableau, parce que ça a vraiment de l'importance, on a vécu 5 ans en Afrique du Sud. Ça a été le début de plein de belles choses. Et puis on est parti faire un tour du monde d'1 an en famille. Donc voilà, des grands voyageurs, on aime tout ça et c'est vraiment ce qui nous définit, quoi. Donc j'imagine que c'est pour le métier de ton mari. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment ça s'est fait? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut dire ce qu'il fait comme boulot? Oui, oui, mais en fait, il était indépendant. Il avait une société, de parking en Belgique qu'il venait de vendre. Et donc il cherchait, si tu veux, un nouveau challenge professionnel. Et lui a vécu toute sa jeunesse en expatriation. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une famille un peu de grands voyageurs, d'aventuriers, pas tout à fait chez moi, mais vraiment chez lui très fort. Et c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire et reproduire avec notre famille. Et depuis que je le connais, il m'a toujours dit: «Ah, si un jour on peut partir en expatriation, ce serait incroyable et tout». Et donc à ce moment-là, il commence à regarder un peu des jobs à l'international, ce qu'il y avait comme possibilité. Et il se fait engager dans une société, c'est du trading de produits pétrochimiques, qui est basée, enfin, dont le siège africain est à Johannesburg. Et voilà, on lui propose donc un job à Johannesburg assez rapidement. Et moi, je suis enceinte, je pense, quand il m'en parle, je suis enceinte de 4 mois, quelque chose comme ça. On vient de terminer les travaux dans notre maison, donc c'est jamais le moment idéal, hein. Et puis on réfléchit finalement pas très longtemps et on accepte, le job. Sachant qu'il est parti en fait déjà quand j'étais encore enceinte. Il est parti à la fin de la grossesse déjà vivre sur place en Afrique du Sud, en faisant des allers-retours. Et puis moi, je l'ai rejoint quand après l'accouchement, il était là pour l'accouchement. Et 1 mois après l'accouchement, je l'ai rejoint avec les 3 filles, en fait. Donc notre dernière avait seulement 1 mois en arrivant là-bas. Donc c'était, voilà. C'est génial. Et du coup, toi, tu as Ouais. lâché ton job. J'ai lâché mon job, je l'avais en fait déjà lâché un peu avant, parce que j'avais envie, je suis, juriste à la base, donc spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, droit des marques. Et j'avais toujours eu envie de faire quelque chose d'un peu plus créatif, même si j'ai vraiment adoré mes années de juriste. Mais, j'avais en moi quelque chose de plus créatif et j'avais besoin de ça, donc, je cherchais des pistes et donc voilà. Donc j'avais déjà lâché mon job avant de partir et en arrivant en Afrique du Sud, j'ai pas travaillé tout de suite.
et j'ai pas cherché à travailler tout de suite. D'abord, c'est compliqué, quand tu arrives avec un visa comme ça, en tant qu'épouse, enfin conjoint, c'est pas si facile de travailler. Et puis, je t'avoue que je suis arrivée avec 3 jeunes enfants, dont une d'1 mois, donc voilà, au début, je me suis dit: «C'est très bien, on va en profiter, c'est ma dernière». Hem, je vais justement avoir un peu plus de temps que ce que j'avais eu pour les 2 aînés, où ils étaient en crèche assez vite et tout ça, Oui, donc puis j'imagine qu'il y avait un vrai temps d'adaptation aussi. Tu es dans un nouveau pays, avec des jeunes enfants, c'est quand même pas rien. après, c'est un pays assez facile au niveau de l'adaptation, honnêtement. C'est une expatriation assez facile, tu trouves tout ce que tu veux, tu es aidé, tu habites dans des belles maisons, tu je dirais que c'est les soins de santé sont top, donc par rapport à d'autres pays, en tout cas d'autres pays africains, on est sur quelque chose d'assez facile comme adaptation, mais clairement, il faut quand même y consacrer un peu d'énergie, quoi, surtout dans les Du premiers coup, mois. il y a donc cette arrivée en Afrique du Sud, mais j'ai vu sur ton blog qu'il y avait plein d'autres pays d'Afrique. Oui, Donc ça, c'était même avant le tour du monde. oui. En fait, on a passé 5 ans en Afrique du Sud, mais quand on est arrivé, on savait pas pour combien de temps on était là. C'était une boîte, un peu où tu c'était pas un truc bien établi où on nous disait: «Vous êtes là pour 4 ans», comme souvent dans les expatriations. Nous, au bout de 18 mois, on aurait pu être envoyés ailleurs et une expatriation en Afrique du Sud, c'était un peu, tu vois, le rêve de mon mari. C'était un d donc lui, il a été expat quand il était petit aussi en Afrique, sa famille, ses grands-parents aussi et donc on s'est dit: «Mais vraiment, il faut en profiter, quoi, c'est une chance de dingue» et on a commencé dès l'arrivée, alors que j'avais un bébé d'1 mois, à voyager comme des fous. Donc dès le premier week-end, on est parti en safari, bon là, pas loin de là où on vivait, et donc je me souviens, j'allaitais, si tu veux, à côté des éléphants dans la voiture de safari, quoi, tu vois? Donc et c'est ça a été un peu le ton a été donné pour, pour nos années suivantes. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris le parti d'en profiter à fond et de voyager le plus possible et donc on partait à chaque vacances scolaires des filles, parce elles étaient à l'école, au lycée français, mais on profitait de chaque opportunité pour partir. Et au début, il y a beaucoup de choses à voir déjà en Afrique du Sud, mais très vite, on est parti, on a fait la Namibie, le Botswana, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi. Donc on a fait un peu tous ces pays d'Afrique australe. Je dirais qu'on a vraiment sillonné l'Afrique australe pendant 5 ans. On a été dans des grades d'aventure, tu vois, chaque fois on avançait un petit peu plus. Donc au début, on a fait les trucs, plus faciles, surtout qu'elle était toute petite et tout ça et puis petit à petit, on a pris confiance et on est parti de plus en plus loin dans des modes, de voyage de plus en plus aventure et en fait, ça se passait super bien donc voilà, on a tous adoré et on n'avait pas tellement l'habitude de faire ça avant notre expatriation. On voyageait beaucoup à 2. Mais moi, j'ai des parents incroyables et ma belle mes beaux-parents aussi et ils gardaient très facilement les filles. Donc, si tu veux, on partait chaque été, on partait 15 jours, parfois 3 semaines à 2, faire la Patagonie, le Sri Lanka, enfin, voilà, on adore le voyage, mais je sais pas, on le visualisait pas tellement avec les enfants à la base. Et donc avec les filles, bon, elles étaient petites, hein, elles avaient 3, 5 ans, on faisait des trucs assez faciles, une maison, tu sais, dans le sud de la France, en Espagne, mais relax, quoi. Mais le voyage aventure, on le faisait à 2. Et puis en arrivant là-bas, ben, on n'a plus les grands-parents à côté. Donc on est un peu obligé de scoltiner les enfants. Et en fait, c'était génial. Et on a découvert que justement, c'était encore 1000 fois mieux avec les enfants, que peut-être tu faisais pas autant, peut-être qu'il y avait des moments qui étaient moins relax, mais il y avait cette magie de vivre ça ensemble, de vivre de ces moments qui étaient si forts, si intenses, de voir tu vois, les étoiles briller dans leurs yeux. Tout ça, c'est des choses qu'on a découvert en vivant là-bas et qui sont vraiment devenues notre mode de vie et notre passion familiale, quoi. Les filles ont grandi avec ça et ça fait partie d'elles maintenant, Du quoi. coup, c'est ça, ça a vraiment été une question d'opportunité et c'est vrai Oui. que l'Afrique, c'est pas les premiers pays auxquels tu penses, pour voyager comme ça Non. en famille et du coup, comme tu dis, toi, tu t'en es rendu compte au jour le jour que c'était pas plus dur qu'ailleurs, quoi. Ah ben même, très simple en fait, l'Afrique est en général super kid friendly. En fait, les gens, ils sont mais adorables, donc tout le monde va se plier en 4 pour que tout se passe bien. Dans les hôtels, dans les lodges, enfin, c'est vraiment toujours, toujours cet état d'esprit où l'enfant est roi, mais moi j'allais dire, il est super bien accepté, mais il est même roi. Ce sont des pays, des voyages très nature et finalement, pour les jeunes enfants
ils adorent, quoi, tu vois? Par rapport à des city trips qui parfois peuvent être plus compliqués, en tout cas avec les miennes. Si tu veux, là, ils se retrouvent au milieu de la savane avec des animaux, la terre rouge, enfin, ils adorent, quoi. Vraiment, et je me suis rendu compte qu'en fait, on se met beaucoup de barrières, mais quand on essaye, c'est vraiment pas très, très compliqué. Et en vivant sur place, ben oui, ça a été l'opportunité de se lancer. Et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, de gens qui me disent: «Mais quoi? Tu voyages en Afrique avec un bébé de 2 mois, avec un bébé de 3 mois?» Et c'est un peu comme ça même que je suis venue à écrire des articles, pour d'autres et puis pour mon blog. C'est parce que je me rendais compte que ça posait beaucoup de questions aux gens, que ça donnait envie, qu'ils avaient envie d'avoir des infos et que l'Afrique en famille n'était pas une évidence, quoi. Voilà, un voyage de noces safari, oui, en Tanzanie, en Afrique du Sud, les gens pensaient à ça, mais partir en famille avec des enfants plus ou moins jeunes, en Afrique, ça faisait peur. Or, moi, je vivais exactement l'inverse et j'avais envie de montrer aux gens que c'était complètement faisable et que c'était merveilleux, quoi, comme expérience. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à écrire des articles de blog. D'accord. Donc en fait, le blog, est-ce que c'est devenu ton boulot, entre guillemets, encore une fois, par l'opportunité parce que les gens te le demandaient et tu t'es dit, bah, il y a tellement de demandes que je vais en faire mon métier? Oui, exactement, mais je l'ai lancé pas du tout dans un esprit de faire un boulot, hein. Voilà, j'étais là-bas, a priori, j'étais pas censée bosser, enfin, j'avais pas de visa pour bosser, mais je cherchais quelque chose qui me passionnait. Moi, j'ai toujours adoré la photo, j'ai toujours adoré écrire. J'adore le voyage, donc ça faisait si tu veux, ça réunissait quand même pas mal de choses. Et au fond, on m'a d'abord demandé d'écrire pour d'autres blogs, pour d'autres sites internet. J'ai été en contact avec une fille qui est devenue une copine, Charlotte, qui a créé Little Voyageur, Ouais. et elle cherchait par exemple des mamans un peu basées dans différents pays pour donner des bonnes adresses dans le pays où elles étaient. Et donc pour l'Afrique, elle m'avait contactée, on lui avait donné mon nom et j'ai commencé à écrire des articles pour elle, pour Little Voyageur. Et puis j'ai vu que ça m'amusait vraiment et ça a pris aussi plus d'ampleur parce que si tu veux, les gens ont commencé à savoir que je voyageais donc en Afrique avec des jeunes enfants. Et j'avais très souvent des mails d'amis, 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 enfin finalement des gens que je connaissais absolument pas, qui me disaient: «Ah, un tel m'a donné ton contact, il paraît que tu vis en Afrique du Sud. Est-ce que tu aurais pour moi l'adresse d'un lodge au Kruger qui accepte les enfants? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller?» Et j'avais tellement souvent comme ça des questions que j'ai fini par avoir, tu sais, des listes de lodges pour le Kruger, pour la Garden Route. Et je me suis dit: «Mais au fond, au lieu de faire de l'individuel, autant mettre ces bonnes adresses. Moi, j'adore partager, bah, autant les mettre sur un blog.» Et donc, j'ai créé ce blog comme ça. Je voulais qu'il soit beau, qu'il y ait un design qui fasse professionnel, mais au début, pas une minute, je pensais en faire un boulot. C'était vraiment une passion, un passe-temps, enfin voilà, le bonheur de partager ça, de mettre en page, si tu veux, nos voyages avec des jolies photos. J'ai vraiment adoré faire ça. Et puis, ça a pas mal fonctionné. En fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un créneau, le fait que c'était l'Afrique en famille et en français. Si tu veux, l'Afrique australe est quand même très anglophone, et il y avait pas beaucoup d'articles écrits en français sur ce genre de voyage. Voilà, j'étais quand même dans un créneau finalement assez, Oui, tu étais dans une niche. oui, j'étais dans une niche et même les lodges, voilà, j'ai voyagé, avec certains lodges et ils me demandaient même conseil en disant: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre notre expérience un peu plus family friendly? Qu'est-ce que toi tu conseillerais?» Voilà, toutes des choses comme ça. Et au final, c'est devenu petit à petit un boulot, donc j'ai eu des collaborations avec des agences, avec des hôtels. On a été très souvent invités dans très, très beaux endroits, donc même si, j'en vivais pas et j'en vis d'ailleurs toujours pas, aujourd'hui, vraiment, mais disons qu'il y a beaucoup de contreparties qui sont sympas et c'est devenu une occupation quand même à temps plein et qui en passe de devenir un vrai boulot. Enfin, c'est déjà un vrai boulot, mais disons avant d'en vivre vraiment, c'est quand même pas évident de vivre du blogging, mais donc Oui, c'est voilà. ça, parce qu'en fait, comme tu dis, en fait, tu arrives à bénéficier du coup forcément d'avantages dans les hôtels dans lesquels tu descends, etc. Mais tu peux pas encore en faire un vrai business. Alors j'ai déjà des revenus grâce à des collaborations avec des agences, mais voilà, ça reste des montants qui sont pas encore, gigantesques, on va dire, quoi. Ok. Mais c'est déjà top. Ah ben c'est déjà génial. Et alors, en plus, tu Ouais. réponds parce que comme tu disais, j'imagine que du coup, pour le tour du monde, tu avais déjà entre guillemets certains accords. Oui.
Alors, on s'est lancé dans le tour du monde sans accord et sans rien. C'était pas le but. Nous, c'était notre rêve à nous et voilà. Après, on a eu des très chouettes accords avec des hôtels en Amérique du Sud. C'est le seul endroit, en Australie pas et tout, mais j'ai pas tellement essayé. Mais en Amérique du Sud, on tombait vraiment hors saison et ça, c'est l'avantage si tu veux. Et donc j'ai été en contact grâce à une des agences avec qui je travaille, qui m'a mis directement en contact avec des super beaux lodges, des super beaux hôtels, tu vois, au bord du lac, Titicaca, dans des endroits comme ça qui font rêver. Et ce qui est top, c'est qu'on a pu un peu alterner un tour du monde à certains moments très roots, camping, chez l'habitant, enfin comme tous les tours du monde. Et puis de temps en temps, on avait ces pauses un peu magiques dans un relais château 5 étoiles où on était invité, parce que ça rentrait pas dans notre budget tour du monde évidemment. Et donc c'était assez confortable, quoi. Alors là, je suis obligée de rebondir sur cette anecdote parce que figure-toi que le Pérou, notamment, tu parles du lac Titicaca. Oui, Je me souviens que tu étais dans un hôtel absolument magnifique, incroyable. une Oui, boutique hôtel là sur le lac. Et donc on l'avait fait en décalé. Et donc moi personnellement, mais c'est le seul pays, pourtant moi j'ai adoré, mais où les enfants étaient un peu mitigés parce oui, que on était justement dans un endroit un peu plus roots où il faisait oui. assez froid, donc on avait dû mettre des bouteilles d'eau chaude pour faire les bouillottes dans le lit, donc autant dire que c'était assez roots. Et là, quand j'ai montré tes photos aux enfants, à l'époque, hein, en même temps quasi, ils disaient, ah, mais regarde, elle dit, ah ben là, on aurait bien aimé le Pérou. Et donc, clairement, on l'a pas complètement vécu de la même Pas de façon. la même manière. Mais j'avoue que franchement, pour le Pérou, on a été hyper contents parce que je trouve que c'est un pays qui est vraiment fatigant autour du monde. Tu as des différences d'altitude, de C'est vrai. température, tu as beaucoup de visites. La gamme moyenne, on va dire, de logements est quand même souvent assez roots et donc voilà, donc je trouve que c'est un pays voilà, qui demande quand même beaucoup d'énergie, où tu es pas mal mis à mal et donc c'est vrai que ces pauses miraculeuses dans des endroits incroyables, nous, ça a été top, quoi. Là, je crois que tu as raison, c'est que ça aide quand même de pas faire que du roots, Voilà. surtout avec des enfants, quand de temps en temps on Ouais. peut s'accorder un endroit un peu plus confortable. Oui, ou un tu sais, un Airbnb où tu es un peu chez toi pendant une semaine ou enfin voilà, un peu plus confortable. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que vous avez fait aussi. On alternait, hein, il y a rien à faire. Il y a des endroits où forcément c'est route, il y a des moyens de transport qui forcément sont plus, chaotiques que d'autres. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut s'offrir, quelques jours un peu plus relax, on va dire. Et du coup, si on revient à la genèse du tour du monde, ça a été Ah quoi oui? le déclic? Alors c'est marrant parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est un rêve depuis qu'ils sont tout petits. Enfin, tu vois? Ou bien à partir du moment où ils se sont rencontrés, c'était un de leurs premiers projets et tout. Alors nous, pas du tout. Donc on n'y avait jamais pensé et je t'avoue qu'il y a, allez, il y a 15 ans, quelque chose comme ça, on a des amis qui sont partis faire un tour du monde et je me suis dit: «Mais ils sont cinglés, quoi». Enfin vraiment, ça me paraissait complètement fou comme projet. Nous, à ce moment-là, on allait partir en Afrique du Sud et en fait, en Afrique du Sud, en voyageant tellement avec les enfants, ça nous a tellement plu. C'était vraiment les parenthèses chaque fois qu'on préférait, quoi. Ces moments où on était autour du feu, où c'était magique, voilà, on a adoré ça et puis c'est devenu vraiment quelque chose, qui a pris beaucoup d'importance dans notre famille et moi, comme j'ai commencé à travailler là-dedans, j'ai lu énormément de choses, je suis sur plein de forums, de groupes Facebook, de blogs et j'ai vu plein de familles qui partaient faire le tour du monde et ça m'a paru en un coup beaucoup moins fou que ce que je pensais, je me suis dit: «Mais en fait, il y en a plein qui le font, c'est faisable». Et petit à petit, l'idée s'est mise en place. Et à l'origine, on a eu un départ raté en tour du monde, en fait. On aurait dû partir l'année d'avant. À l'origine, le job de mon mari se terminait en Afrique du Sud au bout de 5 ans. Et là, j'ai eu un jour, je me souviens, mais même de où j'étais et tout, j'ai eu un peu une espèce d'évidence. Je me suis dit, mais la plupart des familles, pour partir, ils doivent vendre tout, ou bien louer leur maison, vendre les voitures, mettre tout en caisse. Tout ça est quand même compliqué à mettre en place. Et je me suis dit, mais en fait, nous, on se retrouve là en quittant l'Afrique du Sud, dans le moment de notre vie où on est le plus libre, libre comme on le sera jamais. On n'a aucune attache. Donc, on n'avait plus de maison en Belgique. On rendait les clés de notre maison, on vendait nos voitures, on quittait l'école des enfants, on disait au revoir aux copains. Tout ça, c'était prévu vu qu'on quittait l'Afrique du Sud. Toutes nos affaires allaient être en caisse. Je me suis dit, mais en fait, si on veut faire un jour ce genre d'expérience, c'est maintenant, c'est facile, quoi. Et donc, on a commencé à prévoir ce tour du monde.
Et le jour, on était censé partir en juillet donc 2018 et le jour où on allait prendre les billets d'avion autour du monde, on a eu malheureusement des nouvelles assez catastrophiques de la santé de mon beau-père, qui avait un cancer depuis quelque temps, mais en un coup ça s'est vraiment aggravé et les médecins étaient assez pessimistes. Et on s'est dit: «Non mais on peut pas faire ça quoi, on peut pas être de l'autre côté du monde, et qu'on attend des coups de téléphone et qu'on soit stressé et tout». Et donc on a, choisi de pas prendre ces billets d'avion et donc de pas aller vers ce tour du monde et on est rentré en Belgique. Donc au bout des 5 années en Afrique du Sud, on est rentré en Belgique pendant 1 an. On a bien fait, mon beau-père est décédé cette année-là, donc c'était vraiment là qu'il fallait être, c'était ça qu'il fallait faire. Le tour du monde était dans un coin de notre tête, mais on n'osait plus trop y croire, si tu veux. Là, on avait repris des attaches. On avait loué une maison, les enfants étaient inscrits dans des écoles, toutes nos caisses étaient défaites, on avait racheté des voitures. Et puis ce départ raté nous avait laissé quand même un petit goût de, tu vois, un petit goût amer, et donc on n'osait plus trop y croire. Et puis après Noël, on a commencé à y repenser quand même, et on s'est dit, attends, les filles, elles ont encore le bon âge, ce sera pas le cas tout le temps. Aliénor avait quel âge? Donc quand on est parti, elle avait 12 ans. Elle a fêté ses 13 ans autour du monde. Et donc en y repensant, on s'est dit, en fait, on va le regretter toute notre vie si on le fait pas, quoi. On aura toujours ce regret, quoi. Et donc on a commencé à retravailler sur le tour du monde, mais sans en parler à personne, parce que voilà, on n'osait plus trop y croire nous-mêmes. On l'a pas dit aux filles à ce moment-là. Et on a pris notre décision et pris les billets d'avion et on l'a annoncé aux filles, je pense, en avril pour un départ en juillet, quoi. Donc voilà. Et donc, si tu veux, c'était 1 an après, quoi, qu'on est parti finalement. Mais donc, comme tu dis, je pense qu'en tout cas, vous avez fait le bon choix parce que tu dis c'est là où il fallait être, il faut sentir les choses, quoi. Quand tu le fais parce que tu as décidé, c'est pas bon non plus. Et comment tu l'as annoncé aux enfants? Je suis curieuse de savoir parce qu'en plus, vous aviez déjà bougé. Tu les as Oui, réadaptés. Donc là, pour le coup, c'était quand même plus compliqué que si tu l'avais fait dans la foulée. ouais. Et alors, on l'a déjà annoncé en Afrique du Sud quand on pensait partir l'année d'avant. Et puis on leur avait dit, ben finalement, ça se fera pas. On avait annoncé, tu sais, avec encore du conditionnel à l'époque. Mais là, elles étaient quand même encore assez petites. Et puis on était revenu en Belgique. Elles étaient contentes en Belgique, mais elles n'étaient pas non plus 100% ancrées. Tu vois, elles étaient finalement dans leur école que depuis 8 mois. Cette année-là, on a continué à beaucoup voyager aussi. Elles savaient que ça faisait partie de nous. Et je me souviens très bien, on en reparlait, c'est marrant, ce matin avec ma fille avec Colombine. L'annonce, en fait, le soir où c'était vraiment sûr et tout, on leur a fait un espèce de petit jeu de pistes où elles devaient trouver chaque fois des cartes avec une lettre. Et à la fin, elles avaient toutes les lettres pour former Tour du monde, tu vois, les 3 mots Tour du monde. Et donc on leur a dit, voilà, vous devez chercher, on leur a fait comme un petit bonhomme pendu, tu sais, avec des petites places pour les lettres, et vous devez créer ça. Et au début, elles ont cherché et tout ça, et puis en un coup, j'ai vu la tête de mon aînée elle s'illuminait quand Ah, elle a c'est compris. génial. Et elles étaient mais excitées, quoi. On leur dit: «Mais oui, là, c'est sûr, on va partir en tour du monde et tout ça», donc si tu veux, le voyage fait tellement partie de leur vie que il y a pas un instant, il y en a une qui m'a dit: «Oh non, hein, maintenant j'ai des copines ici, j'ai pas envie». Ce serait peut-être le cas maintenant, tu vois? Notre aînée, elle a 16 ans, voilà, c'est différent, tu vois? Mais là, si tu veux, elle avait 12 ans et les 2 autres, elles avaient, ouais, 10 et même pas encore 6 ans, donc c'était une évidence. Elles se sentaient Et puis plus. On a clairement, c'était le commencé à bon leur âge. montrer, oui, c'était le bon âge. On leur a montré sur une map les pays qu'on visait, parce qu'on avait, je pense qu'on avait déjà pris les billets d'avion, ou on était en passe de le faire. Donc on avait déjà en gros l'itinéraire. On leur a montré. Je crois que ma seconde, ce qui l'excitait le plus, c'était de pas être à l'école pendant 1 an. Ça me rappelle, moi, pareil, la troisième, elle sautait dans tous les coins en disant on va plus à l'école, on va plus à l'école. Voilà, exactement. Chacun ses motivations, quoi. Tu vois, la grande, elle est plus, c'est une vraie aventurière, et donc elle dit: «Est-ce qu'on va aller en Australie? Et moi je veux faire ça, et moi je veux faire ça», tu vois. Enfin donc, c'était plus comme ça. Et puis la dernière, si tu veux, elle avait 5 ans, donc c'était encore assez flou, mais elle sentait bien que c'était un truc qui était chouette, qui était réjouissant. Donc Avant que voilà. tu me parles de paysages qui t'ont le plus touché ou de belles rencontres, je Ouais. voudrais quand même qu'on discute du retour parce que 5 ans en Afrique, 1 an de tour du monde, et là tu reviens sur une vie beaucoup plus. Casanière, oui. Comment vous vivez les choses? Comment ça s'est passé?
Alors pas évident, en tout cas pas évident pour tout le monde. Moi j'avoue que cette vie, basée ici, j'ai vraiment des racines belges qui sont très fortes. On habite tout près de chez mes parents. Et j'aime ça, enfin j'aime, alors oui, il y a l'hiver qui est un peu long, mais dès que c'est le printemps, l'été, moi c'est des paysages que j'adore, les champs autour de chez moi, c'est des prairies, tous les fleurs sauvages, tout ça j'adore, tu vois? On vit en pleine campagne, hein, faut bien le dire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Heu, je sais aussi qu'il y a pas de pays parfait dans le monde, en fait. Tu vois? Je trouve que quand tu as vécu à l'étranger et que tu voyages, chaque pays a des avantages, des inconvénients et certains pays vont convenir à certaines personnes, mais il y a pas de pays parfait. Faut pas toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs. L'expatriation, c'est un challenge, quoi. Oui, tu as une vie qui est facile dans certains pour certaines choses, mais tout n'est pas facile, vraiment et ça, je l'ai vécu vraiment aussi. Donc j'ai adoré, adoré mes années d'expatriation, mais je sais que tout n'est pas facile. Et donc moi, j'étais assez contente de revenir ici, surtout que finalement, grâce à mon boulot et mon mari est indépendant, donc il est assez libre, on voyage énormément. Là, on revient du Kenya, on voyage vraiment beaucoup. Donc on a cette chance-là et donc moi, c'est un équilibre qui me conviendrait, on va dire, d'être ancrée ici, tout en voyageant beaucoup. Mon mari, c'est autre chose. Lui, il rêve de repartir, voilà, si l'occasion se représente, il rêve qu'on reparte en expatriation, qu'on aille vivre ailleurs, il a besoin de soleil, il a besoin d'aventure, il adore justement ce challenge de l'expatriation où tu débarques, tu connais rien, tout est un peu compliqué au début, alors que moi, et à un moment, ça me fatigue aussi, mais lui, il trouve ça génial, quoi. Il voudrait changer de pays tous les ans, donc voilà, c'est un peu. Donc on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, donc on essaie de trouver un équilibre, mais c'est pas évident. Mais je rebondis parce que il y a deux choses qui sont hyper intéressantes dans ce que tu as dit. C'est que déjà, tu as raison, le pays parfait n'existe pas. Non, Et je pense qu'on a de temps en temps tendance à idéaliser. tout à fait. Ah, mais si je vivais là-bas, ça serait. Et en fait, comme tu dis, moi, j'avais même cette opportunité de me dire si vraiment je trouve le pays parfait, ben, il y a rien qui nous retient, on pourrait s'installer. Et ben, on est quand même revenu. Donc, en effet, le pays parfait n'existe Oui, pas. Et après, la deuxième chose où je te rejoins, c'est que c'est pas facile non plus d'être toujours, parce que c'est quand même un vrai projet commun, et avec son mari, et avec oui. sa famille, avec ses enfants, et de toujours être sur la même longueur d'onde, d'avoir envie des mêmes choses en même temps, c'est pas toujours facile. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident du tout. Et en fait, on a des besoins différents et même dans les enfants. Si tu veux, Aliénor 16 ans n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies qu'Aprilia 9 ans. Donc Aliénor, bah, là, il lui reste 1 année et demie, de cours, avant de terminer, son l'école, elle est dans un stade de sa vie où elle est vraiment en train de s'ancrer, de se faire un super groupe de copines et tout ça. Je pense que si on lui proposait, elle repartirait quand même, mais ça a plus d'implications que pour une Aprilia à 9 ans qui elle, si tu veux, elle est très flexible et on peut l'emmener n'importe où. Donc on n'a pas tous les mêmes besoins, en tout cas pas en même temps, pas tous les mêmes envies, pas tous le même vécu. Voilà, mon mari, il a vécu toute sa jeunesse au soleil, toute sa jeunesse en expatriation. Il a pas les racines que moi j'ai ici. Donc voilà, donc il faut trouver un équilibre, c'est pas évident honnêtement, c'est pas toujours évident, il faut trouver un espèce de juste milieu et le juste milieu, c'est peut-être qu'on soit maintenant ici et puis qu'à un autre moment on reparte en se disant: «Beh, là, c'est le bon moment de nouveau, pourquoi pas?» tu vois? Moi, je suis ouverte, il y a pas de souci, pour que tout le monde y trouve son compte, quoi. En tout cas, c'est obligé d'être en accord avec tout le monde parce que comme tu dis, un Ah adolescent, oui, quand il se crée sa vie sociale, de lui dire: «Bah, écoute, c'est notre oui. délire, on part», c'est pas forcément toujours recommandé pour que ça se passe bien. Non, tout à fait, c'est des âges où si tu veux, tu peux plus décider pour eux. Voilà, ils font partie intégrante du choix et de la décision et voilà et c'est comme ça et c'est très bien. Mais effectivement, c'est des décisions communes, quoi, on va dire. En tout cas, ton métier te permet de continuer à voyager, ça c'est génial. Et le bon compromis, comme tu dis, c'est de partir quasiment à chaque quand on peut le faire avec le boulot, de partir Voilà. quasiment chaque vacances scolaires, quoi. C'est ce que nous on fait pour l'instant et voilà, on aime beaucoup. Mon mari, il voudrait plus, il voudrait vivre un quotidien, si tu veux, plus exotique. On le refera peut-être à un moment, voilà, c'est pas cette année en tout cas, mais on le refera peut-être à un moment et moi je suis pas fermée à ça non plus, tu vois? Du moment que chacun y trouve son compte et que ce sera peut-être quand justement Aliénor aura fini, sa scolarité, finalement à l'UNIF, elle va quand même partir, si tu veux, sûrement étudier à l'étranger. Ce sera peut-être à ce moment-là.
Donc on verra. Écoute, on est ouvert et flexible, on va dire. Tu es repartie au Kenya, là, tu étais heureuse de retrouver l'ambiance africaine, non? Quel bonheur, quel bonheur. Il y a rien à faire, notre cœur est vraiment en Afrique. J'avais le sourire, surtout bon déjà les safaris et tout, mais je me souviens, on est arrivé après les safaris, on est arrivé sur la côte à Watamu qui est vraiment un espèce de petit village, très relax au bord de l'océan, l'eau est turquoise, enfin bon, canon. Mais rien que le trajet, de 30 minutes de l'aéroport jusqu'à Watamu, j'avais mais un sourire, mais jusque-là, je regardais mon mari, on avait tous les 2 un grand sourire parce que c'est vraiment les routes typiques africaines, donc de la terre rouge, des petites maisons, des palmiers, des arbres qui croulent de fleurs et puis toutes ces petites échoppes, tu vois, du bord de la route, des mecs qui vendent des fruits et des légumes, des tissus, des mamas africaines qui portent des trucs sur leur dos ou sur leur tête, des enfants qui courent partout à pieds nus. Enfin bon, j'avais mais un sourire, mais jusque là, quoi. C'était, ça fait vraiment du bien, quoi. Ça fait partie de nous, quoi. Il y a rien à faire. Ça, c'est extraordinaire parce que tu as retrouvé en fait des sensations que tu n'avais Oui. pas vécues depuis un certain temps. Tu as retrouvé, j'imagine, des odeurs. Des odeurs, des sensations. Par exemple, les sensations qu'on a retrouvées aussi, c'est le premier game drive. Donc les game drive, c'est quand tu pars en voiture pour faire ton safari, si tu veux. Donc c'est des voitures, là, c'était des voitures 4x4 ouvertes, tu es avec un Ranger. Et donc on appelle ça un game drive. Et le premier game drive qu'on faisait avec les filles, avec cette voiture qui est ouverte, donc tu vois, tu as le vent, tu as un peu la poussière, tu regardes les animaux, tu te laisses un peu bercer. Ah là là, mais c'était trop bien Après, j'ai de retrouver l'impression ça. aussi donc, où il y a toute cette sensation et il y a aussi des lumières qui sont complètement à part en Ah Afrique, bah non? oui. Bah, il y a des lumières, des couchers de soleil, et puis tu vis avec le soleil en fait, surtout quand tu fais des safaris. Tu te lèves à l'aube pour aller voir le soleil se lever dans le bush, ce qui est des moments ce sont des moments magiques en fait, tu vois? Et tu prends vraiment ce temps de t'arrêter pour ce soleil qui se lève, pour ce soleil qui se couche. Et puis oui, comme tu dis, les lumières sont extraordinaires, hein, c'est fabuleux quoi. Donc oui. Ça a l'air de se développer quand même pas mal au niveau du tourisme. Là, j'ai vu dans l'endroit dans lequel tu es descendu qui était juste sublime. Oui, magnifique. Tout ce qui était, c'est presque des décors qu'on verrait plus même au niveau de l'ambiance, en Asie par rapport au yoga et cetera et que j'aurais pas justement imaginé en Afrique. Alors, il y a des petites pépites comme ça. Alors, il y a beaucoup d'endroits en Afrique qui sont magnifiques. Il y a beaucoup d'endroits qui font très plutôt out of Africa. Donc ça, on est sur le côté safari. Tu peux avoir un peu de tout, des endroits très, très luxueux, bien sûr, ou des endroits plus roots. Et puis, dans ces endroits, moi, c'est Watamu, par exemple, c'est le genre d'endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a, tu sais, une vibe un peu différente. Donc c'est un endroit encore très authentique, un peu avec beaucoup de pêcheurs et tout ça. Mais en même temps, il y a quelques jolies adresses, 2-3 petits restos un peu plus trendy, un hôtel où ils font du yoga, mais un truc de fou, un endroit mais magnifique, hyper inspirant. Et il suffit finalement que 2-3 endroits s'ouvrent pour que ça devienne «à la mode» entre guillemets, parce que c'est loin d'être d'être très connu et très à la mode, mais où tu as cette ambiance-là et ça attire des gens un peu, si tu veux, particuliers. Ça peut être des endroits aussi de surfeurs comme, le petit village de Tofo au Mozambique, par exemple, des endroits de kitesurf comme ici à Watamu. On a retrouvé cette ambiance-là, au Brésil, à Trancoso aussi. C'est tous des endroits quand même un peu particuliers qui sont vraiment pas très connus. Donc ça, c'est un peu grâce à mon boulot, comme je passe des heures à regarder des blogs de voyage, à suivre des gens et tout, je repère ce genre d'endroits et je les garde dans ma tête en me disant: «Un jour, j'irai là», quoi, tu vois? Et j'ai une bonne petite série d'endroits où je veux encore aller et c'est vrai que les gens sont assez étonnés en voyant les photos. Ils s'imaginent pas ça pour un espèce de tout petit village paumé au Kenya. C'est des endroits vraiment géniaux, quoi, où tu manges super bien, où, voilà. Beh, c'est en ça où tu es vraiment très talentueux, c'est que tu arrives toujours à trouver l'endroit. Alors tu les mets en plus vraiment bien en valeur, mais c'est comme tu dis, ce qui est génial, c'est que c'est des lieux qui sont pas encore très touristiques, Non, ouais. mais où on n'est pas non plus trop dans le route. Donc on trouve vraiment un bon compromis pour des gens qui veulent partir en vacances. Parce Ouais, que là, on est plutôt exactement. sur des destinations, vacances plutôt que tour du Tout monde, à hein, fait. mais comment tu les trouves ces pépites? C'est à force de dénicher, de passer des heures et des heures à Des chercher heures. du ouais, c'est ça, rien Ouais, des heures et très organisées donc que ce soit sur Instagram, sur internet, je sauve systématiquement les adresses, les endroits, j'ai des fichiers par pays,
vraiment, voilà, avec toutes les adresses que je garde en mémoire et quand je vise un pays, je retourne voir toutes les adresses que j'avais repérées. Hem, mais après, c'est vraiment tellement j'aime ça, je sais que je les garde en tête, quoi. Tu vois? J'ai pas une mémoire extraordinaire pour plein de choses, mais pour ça, je suis capable de te dire le nom du lodge dont quelqu'un m'avait parlé lors d'un dîner dans un endroit paumé, d'Argentine, quoi. Tu vois? Je garde ça, c'est inscrit, gravé dans ma tête et puis oui, je m'organise pas mal pour chercher tout ce genre de choses et puis vraiment, c'est ce genre d'adresse-là qui m'amuse le plus. On a la chance de faire des très beaux lodges, voilà, luxueux et tout ce que tu veux et j'adore, c'est très chouette et tout. On adore aussi le camping, le côté très roots, mais ces petites adresses-là qui sont dans des endroits encore pas super courus et tout, moi, c'est ce qui m'amuse le plus, quoi. Parce que c'est des voyages qui en même temps sont authentiques, mais en même temps ils sont assez confortables et puis, moi j'aime ce qui est beau, il y a rien à faire et donc des endroits hyper inspirants comme le Tree House à Watamu où on fait du yoga. Mais tu te dis: «C'est incroyable qu'un architecte ait imaginé ça, que» enfin ça c'est un endroit qui est complètement en harmonie avec la nature. Enfin, c'est des choses qui m'inspirent, qui me nourrissent et donc c'est ça que je recherche, quoi, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, tu les partages et en plus, voilà, tu as l'air d'être hyper organisé. Enfin, tu es hyper organisé, tu viens de le confirmer. Mais en plus, voilà, tu partages toutes ces chouettes adresses et d'une façon, encore une fois, je te dis, je trouve que ton mot est tellement bien choisi parce que les photos sont tellement belles et même la façon dont tu décris à chaque fois tes voyages, et c'est vraiment un bonheur à suivre. Ah bah, c'est gentil. Bah, c'est comme ça, voilà, que moi je les vis. Enfin, il y a un peu fleur bleue, mais je l'assume totalement, si tu veux. Et voilà, j'aime bien ça et j'adore partager ces émotions-là et ces endroits-là. C'est vraiment un pur plaisir, Oui, quoi. puis il y a un vrai esthétique, même, tu sais, dans le choix des couleurs. Je trouve que même dans les Mmh. tenues de tes filles, moi, j'avais toujours l'impression que les miennes, elles étaient habillées en quechua, quand les tiennes, elles avaient une jolie robe. Mais, Alors c'est moins simple maintenant qu'elles grandissent, hein, soyons honnêtes. Mais oui, écoute, voilà, j'aime bien ça et donc on se fait plaisir et ce qui est sympa aussi, c'est de voir que ça trouve un écho. Finalement, j'ai plein de retours hyper positifs. Les gens aiment beaucoup ça aussi et puis le bonheur, c'est de voir plein de gens qui vont dans ces endroits après, qui m'envoient des messages en disant: «Grâce à vous, on a fait un super voyage à tel endroit et on a été dans telle petite guest house» qui vraiment, sans doute, ils n'auraient pas trouvé sans le blog et puis, on a passé un moment incroyable et le propriétaire nous a fait visiter ça et voilà, moi ça c'est tout mon bonheur, quoi. est-ce que là, on a compris clairement qu'au niveau des voyages, on est resté plutôt sur le coup de cœur africain. Est-ce qu'il y a eu Ouais. justement, on va peut-être rester sur l'Afrique, est-ce qu'il y a eu des très belles rencontres et des gens avec qui tu as une affection particulière? Oh, il y a eu plein de rencontres, et plein d'endroits, même pas que l'Afrique. Je vais te raconter une rencontre, qui je pense on s'en souviendra toujours, mais c'était pendant le tour du monde. C'était dans notre dernière destination, dernier endroit, c'était le Brésil, avant de rentrer et justement, on s'était posé dans ce petit village de Trancoso, qui était aussi un village vraiment super mignon, mais encore très authentique, un endroit, pas trop couru, enfin vraiment parfait. On aurait dû faire normalement tout un road trip, mais c'était juste après le Pérou et en fait on était fatigués, on n'avait plus pas envie de ça et on avait envie plutôt de se poser, de vivre la vie locale et donc on s'est posé 3 semaines dans ce village et un jour je sors de notre petite maison Airbnb qu'on avait louée et devant la maison est parquée une voiture que tu peux pas louper parce que c'était une vieille voiture, c'était une Graham Page des années 20. Donc tu sais, vraiment une très ancienne voiture avec un coffre sur le toit de tente, et le nom de la famille dessus. Et là, je reconnais tout de suite, parce que de nouveau, comme je lis beaucoup de trucs sur les familles voyageuses, je reconnais que c'est une famille d'Argentine qui voyage, tiens-toi bien, depuis 20 ans, qui sont autour du monde depuis 20 ans. C'est la famille Zapp. Et je les avais vus dans des articles parce que l'année d'avant, ils étaient en Europe et ils avaient fait tout un tour d'Europe pendant 2 ans et tout ça. Et ils voyagent avec leurs 4 enfants qu'ils ont eus pendant les 20 ans de voyage, depuis 20 ans. Et donc là, je dis à mon mari, je dis: «Mais attends Diego, regarde, c'est leur voiture, ça c'est sûr». Et je prends vite un papier, un crayon dans la maison et je leur écris un petit mot en disant, ben voilà, en anglais, en disant, bah, nous aussi on est une famille voyageuse, enfin moins long que vous,
Hem, c'est le hasard que vous êtes juste devant chez nous. Si vous voulez venir boire un verre, prendre l'apéro, dîner ce soir, vous êtes les bienvenus et on serait ravis de discuter avec vous, quoi. Et 1/2 heure plus tard, il sonnait à la porte et on a passé finalement 4 jours ensemble. Ils sont restés logés chez nous pendant 4 jours parce qu'on avait une chambre en plus et vraiment, c'était une rencontre, mais géniale, quoi. Parce que alors là, c'est une famille, donc je te dis, ils sont partis jeunes mariés. Leur but, c'était faire Argentine-Alaska et puis rentrer. Ils avaient 6 mois. Quelques jours avant le départ, quelqu'un leur donne cette voiture-là. Ils se disent: «Oh bah oui, pourquoi pas?» Ils comptaient le faire, tu sais, en transport en commun et donc ils prennent cette voiture-là et puis ils sont plus jamais arrêtés et ils ont eu 4 enfants dans le voyage et ils ont voyagé comme ça pendant 20 ans et là, ils étaient dans leur dernière boucle et ils comptaient rentrer en Argentine pendant quelques années. Là, je serais vraiment curieuse aussi de savoir comment tu te réadaptes après 20 ans sur les routes. Oh, je pense qu'ils vont repartir et tout ça, mais leur aîné allait commencer l'UNIF, donc ils ont fait toujours l'école, si tu veux, à distance, mais de manière très, très sérieuse. C'est marrant parce que, du coup, j'ai beaucoup discuté avec eux et tout. De manière très sérieuse, c'était très bien organisé, un peu l'équivalent du CNED, machin et tout. Et là, leur aîné allait commencer des études, donc supérieures et donc il rentrait pour quelques années, mais le père, il avait déjà une idée d'acheter un bateau, donc t'inquiète ils vont repartir, ça c'est C'est sûr. ça. Mais c'était fascinant parce qu'ils avaient tellement de choses à raconter et puis, un tout autre mode, de relation sociale, si tu veux. Leur vie depuis 20 ans n'était faite que de ces rencontres et donc il y avait une vraie spontanéité et une vraie facilité. Il fallait pas 3 secondes pour briser la glace, quoi. Au bout de même pas 3 minutes, tous les enfants étaient avec les nôtres dans la piscine, à sauter, à jouer en espagnol, en anglais, en français mélangés. Le soir même, eux, ils n'ont pas dormi direct, mais le soir même, il y avait 2 enfants qui restaient dormir chez nous. On les connaissait depuis 1 heure, tu vois? Excellent. On les a retrouvés le lendemain à la plage et puis finalement, eux sont venus dormir chez nous aussi et hem et voilà. Mais Vraiment, après, il y a clairement un feeling. En plus, vous étiez dans ce mood à ce moment-là. mais c'est complètement dans ce mood, Donc, complètement il dans y a, ce il y a un mood. feeling qui est tellement facile à ce moment-là que, en fait, vous vous rencontrez immédiatement, quoi. Mais oui, mais oui, évidemment. Donc voilà, ça c'était vraiment une des rencontres qui a Là, marqué, c'est une très notre belle tour du monde. histoire. Il y a eu plein de rencontres, entre le tour du monde, par exemple, on a eu l'habitude, surtout dans les villes. En fait, comme il y a quand même pas mal de gens qui me suivent, sur Instagram ou sur le blog, quand les gens ont connu un peu l'itinéraire, j'ai eu pas mal de mails, de gens qui disent: «Ah mais nous on est expats à Sydney, si quand vous y êtes, venez boire un verre à la maison et tout» et en fait, on a fait ça très souvent et on a adoré. Toutes des chouettes rencontres, parce que, bah, tu vois la vie un peu locale, même si souvent c'était des expats, hein, mais tu voilà, tu vois la ville d'une autre manière. Ils nous ont parfois fait découvrir des chouettes adresses, des chouettes restos, raconter un peu la vie dans le pays quand tu y vis vraiment et on a fait ça, oui, à Sydney, à Melbourne, Brisbane, à Buenos Aires, à Santiago, enfin on a fait ça dans Ouais, pas c'est mal très d'endroits, en chouette fait. parce que ça te permet d'être en immersion et de Oui, découvrir, en effet, un peu plus de l'intérieur le pays. beh, oui, c'est ça, tu vois? Et on a logé chez certains, enfin donc c'était, enfin certains ça c'était vraiment des amis d'amis qui partaient, qui nous ont laissé leur maison pendant 3 jours à Santiago, enfin c'était encore complètement différent d'un mode de voyage, classique, si tu veux, où tu as 15 jours dans un pays. C'était vraiment propre à notre tour du monde et on a vraiment adoré. Alors moi, il y a une dernière, anecdote, en tout cas, que j'avais vraiment aimé suivre à l'époque de ton tour du monde. C'est pas une anecdote, mais c'est un lieu. On avait C'était l'impression quoi? d'être dans un film. C'était quand vous étiez en Argentine, où tous les Ah, jours vous dans deviez monter. l'Estancia? Ah, c'était Ouais, incroyable, quoi. ouais. On a fait 2 estancias comme ça. Les 2, on a adoré et c'était complètement une immersion parce que donc nous, on aime beaucoup monter à cheval, hein. J'ai surtout ma fille, mon aînée, qui est passionnée et mon mari adore aussi et les 3 autres, dont moi, on suit assez bien. Mais c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et on aime la manière de voyager à cheval, ce que ça donne comme sensation, cette proximité avec la nature, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et donc forcément Argentine Gaucho, on savait qu'on allait adorer et la première estancia où on s'est arrêté, c'est une des plus anciennes de la région. Ça faisait 600 ans, que c'était la même famille qui se succédait de génération en génération dans cet endroit. Ça faisait pas, c'était un très bel endroit, mais tu sentais que c'était la maison de famille vraiment. Si tu veux, il y avait toutes les photos souvenirs de la famille et tout. On était accueillis par le fils, le dernier qui avait repris l'endroit.
C'était vraiment mais adorable, hyper chaleureux et tout ça et ils avaient tous des troupeaux avec des gauchos qui s'en occupaient et on est très souvent partis à cheval avec les gauchos, rassembler les troupeaux, aller voir, les veaux et tout et donc oui, c'était franchement, c'était magique quoi. C'était, et c'est vraiment ce genre d'expérience qu'on essayait de viser. Je dirais qu'il y a beaucoup de pays où on n'a pas fait un peu checker la liste, tu sais, des trucs à voir dans le pays. Heu, le Pérou, ça on l'a fait, tu vois? On a fait de manière assez touristique, on a été dans les endroits un peu classiques. Mais par exemple l'Argentine ou le Brésil, on a vraiment sélectionné des régions et on s'est installés chaque fois, on essayait une semaine ou quand même pas 2 nuits quoi, tu vois? Plusieurs nuits dans des endroits et plutôt vivre un peu, une expérience quoi, la vie locale ou bien une expérience auprès des gauchos ou bien donc tant pis, on n'a pas fait Iguaçu, on n'a pas fait, la Patagonie du côté argentin, on n'a pas tout fait. Mais par contre, le nord de l'Argentine, j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu, enfin touché son âme quoi, tu vois? On a découvert ce que c'était être du Nord. C'est vraiment une région très particulière. Ils ont cette fierté-là. Ils sont du Nord de l'Argentine. Il y a cette culture des gauchos qui est vraiment magnifique. Et ça, on l'a approché de près et c'était vraiment magnifique. En tout cas, ça donnait très, très, très envie. Et là où tu as raison, est-ce que tu avais beaucoup préparé le tour du monde ou tu le faisais au fur et à mesure? Alors, ça dépendait en fait. Le début, on l'a fait très fort au fur et à mesure. Donc on a commencé par le Japon. Bon là, on avait juste les 2 logements et puis on improvisait un peu. Polynésie, on l'avait réservé parce qu'on était dans la toute haute saison et franchement 6 mois à l'avance, ça a déjà été mais Mmh. galère de trouver les avions entre les îles. Tu avais fait la Polynésie aussi? C'était déjà très limite en Oui, puis il fait, y a il très peu restait de plus logements rien. et tant mieux, hein, mais du coup, Très très peu peu de de logements logements. sur les petites îles, il y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc Polynésie, c'était entièrement réservé et puis nos 3 mois en Australie, là, c'était improvisation. On savait que la première étape, c'est qu'on avait loué un 4x4 de Darwin à Perth. On voulait faire toute la côte ouest, qui est pas la côte la plus touristique. Au contraire, on a croisé mais personne et qui fait très Afrique. C'était rouge baobab. Enfin, on a adoré. Et là, on avait juste le 4x4, mais on savait qu'on cheminait, si tu veux, sur cette route. On a même prolongé le 4x4 parce qu'on trouvait que c'était tellement génial. Et puis, pendant cette période-là, on a commencé à réserver les étapes après. Par contre, l'Amérique du Sud était beaucoup plus organisée, ce qui était bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça nous a donné moins de liberté. Alors pourquoi on l'a plus organisé? D'abord, on a eu des visites, et tu sais, enfin, je sais pas si toi t'en as eu, mais c'est toujours un peu compliqué. Il faut dire, ok, on sera à tel endroit à tel moment, donc forcément, ça te limite dans ce que tu vas faire. Et en plus, nous, c'était toute la famille de Diego, ça c'était génial. Dans une de ces estancias, ils sont venus, on était 19 pour fêter Noël. Donc magique, mais bon, tu improvises pas ça en dernière minute, quoi. Tu vois, il faut trouver l'endroit idéal. Il faut se dire qu'on sera à tel endroit et tout. Donc, on a eu des visites à plusieurs endroits. Ma mère est venue nous voir pour faire l'île de Pâques d'ailleurs. Et donc tout ça a dû être un petit peu plus planifié, organisé. Et puis on a eu ces invitations dans des très beaux lodges, donc au Pérou notamment, en Argentine parfois. Ça aussi, ça s'organise en fait. Il y a rien à faire. Tu peux pas te faire. Enfin, tu pourrais en last minute faire inviter, mais en gros, normalement, tu essayes quand même de planifier un tout petit peu et donc l'Amérique du Sud a été nettement plus planifiée que, sauf le Brésil qu'on a improvisé, quoi. J'ai interviewé, d'ailleurs l'épisode passera dans 15 jours, mais l'organisateur du site, enfin le fondateur du site, à contresens Oui, je vois très bien. et qui lui disait en fait, essayer de préparer le moins possible, sauf en fonction des saisons. Mais comme tu dis, si on veut des endroits, au moment un peu parfait, tu prends le Japon comme tu dis, si tu veux au moment, de la floraison des cerisiers et cetera, il faut y aller sur des moments spécifiques. La Polynésie, c'est pareil. Donc nous, on l'avait fait comme toi. On avait quand même mis des moments bien spécifiques tout en se laissant la liberté. Mais voilà, Voilà. après ça appartient à chacun, tout dépend ce qu'on veut vivre, quoi. Ouais et c'est pour ça que finalement, à la fin de l'Amérique du Sud, on est arrivé, notre dernier pays, c'était le Brésil et là, on n'avait encore rien prévu et finalement, on a, tu vois, complètement changé notre idée à ce moment-là et ça faisait un bien fou aussi donc je pense que c'est la vraie essence du tour du monde, c'est plus les endroits où tu es en liberté totale et donc il faut en tout cas se privilégier des plages comme ça. Mais bon, c'était pas toujours possible et quelle joie ça a été quand même d'avoir des visites, de fêter Noël tous ensemble au fin fond de l'Argentine.
c'est quand même des souvenirs pour toute une vie. Donc, on regrette absolument pas d'avoir eu ces rendez-vous et d'avoir dû planifier. Mais voilà, ça changeait un peu la donne, Je suis quoi. d'accord parce que c'est bête, hein, mais faire Noël loin de tout le monde, là, c'était le seul moment. Moi, c'est la seule soirée où je me suis dit, là, j'aimerais bien me téléporter pour Mm. être avec ma famille parce que je trouve que même si on avait la chance d'être à 5, c'était déjà Ouais. génial. C'est vrai que, et encore une fois, je pense qu'on peut pas tout avoir, ces expériences qui sont Non. dingues, mais tu loupes des anniversaires, tu loupes des soirées, Ah bah oui. comme quand tu t'expatries, hein, Comme quand tu t'expatries. il y a pas de pays parfait et il y a pas de situation parfaite. Mon grand-père est décédé quand on était en tour du monde. Enfin, tu vois, voilà, c'est comme l'expatriation, c'est que volontairement, tu te mets à l'écart pour vivre des choses extraordinaires, mais tu peux pas tout avoir. Exactement. Je vais finir sur la dernière question. De quoi tu es le plus fier dans tout ce que tu as déjà fait? Mais de finalement d'avoir osé franchir le pas, tant dans l'expatriation, parce que c'est finalement la première fois qu'on s'est un peu jeté dans le vide, que dans le tour du monde. Je suis pas sûre qu'on aurait fait un tour du monde sans s'être expatrié avant. C'était un premier grand choix. Et il y a beaucoup de gens qui te disent: «Ah mais tu as une chance folle d'avoir fait un tour du monde et tout». Mais en fait, tu l'as créée ta chance aussi et honnêtement, c'est pas simple. C'est pas voilà, il faut bosser pour un tour du monde, il faut organiser, il faut mettre des sous de côté, il faut être prêt à tout lâcher, il faut être prêt à aussi perdre ta zone de confort et pas spécialement la retrouver en rentrant parce que tu peux créer un déséquilibre. Donc, il y a beaucoup de choses et c'est un grand saut dans le vide en fait. Je crois qu'à partir du moment où tu as pris la décision, finalement, tout se met en place et tout le monde peut y arriver. Mais prendre la décision, comme la décision de l'expatriation, hein, d'ailleurs, c'était pas facile non plus. C'est un saut dans le vide et franchement, je suis fière qu'on l'ait fait, qu'on ait suivi notre instinct de se dire, bah oui, ça va aller. Et parfois, tu as des doutes. Hein, comme anecdote, c'est la veille, je sais pas toi ce que tu as vécu, mais moi, la veille de notre départ en tour du monde, honnêtement, on n'était pas fiers. Hein. Franchement, on était hyper stressés. En plus, ça avait été des semaines, mais tellement intenses pour tout boucler, mettre tout en caisse, enfin, administrativement, médicalement, tout ça. Et la veille du tour du monde, on était dans un état de fatigue, de stress, et on se regardait avec mon mari, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? On est complètement cinglés, on est en train de déscolariser nos filles, on lâche tout, on s'en va à l'autre bout du monde, on est complètement fous. Et je dirais qu'on a bien mis 10 jours avant d'être complètement libre de ce sentiment-là et de se dire mais oui, mais profitons-en, c'est génial. Mais on a bien mis 2 semaines d'adaptation, de rentrer dans ce tour du monde et d'oublier ce coup de folie et se dire mais oui, on a eu tellement raison et c'est la meilleure chose qu'on ait fait. Donc je n'ai aucun regret, mais il faut le faire et le saut dans le vide n'est pas évident. Alors, c'est pour ça qu'il faut aussi, ça c'est le dernier conseil à ceux qui nous écoutent, c'est de bien choisir sa première destination. Ah, mais carrément. Parce Carrément. que le doute, tu l'as forcément. Moi, j'avoue qu'on a fait le Brésil en premier et on avait fait 30 heures de voyage et les enfants, ils nous regardaient en Ouais, disant, mais on a signé pour ça. Et alors, par exactement. contre, on est arrivé sur une mangrove parce qu'on avait vraiment été dès le départ assez isolés. Et moi, les premiers paysages, donc ça a été le deuxième jour quasiment, hein, j'ai pris un shoot d'adrénaline et en me disant waouh, voilà, je sais ce que je suis venue chercher. Donc j'avoue Ouais, que j'ai pas eu ces 15 jours tellement le premier décor a c'était été dingue. complètement fou. Alors nous, c'était une grosse erreur. Notre premier pays, soyons clairs, c'était le Japon, qui peut être splendide et je n'ai aucun doute là-dessus, mais ce n'était pas le bon choix dans notre cas, on va dire. D'abord, c'était pas un pays qui nous attirait spécialement. En fait, bizarrement, en fait, on voulait arriver en Polynésie parce que c'était la bonne période et l'agent qui fait les billets d'avion autour du monde nous avait dit, bah, depuis l'Europe, le plus logique c'est de passer par Tokyo. Soit c'est juste une escale à l'aéroport, soit vous vous arrêtez pendant quelques jours. On s'est dit, mais attends, on est à Tokyo, on va s'arrêter. Et donc on se dit, on va passer 8 jours au Japon, assez court. Donc on se dit, on va se concentrer sur Tokyo, Kyoto. Et alors nous, tu vois, on revient du bush africain, la nature c'est un peu notre élément. Et là, on est plongé dans des villes immenses qui sont hyper intenses. Nos filles, elles sont pas habituées au city trip, avec je sais plus combien d'heures de décalage horaire, mais ça devait être 10 heures de décalage horaire. La fatigue accumulée de toutes ces semaines pré-tour du monde. Et donc on est arrivé, mais épuisé, décalage horaire, pire saison. Donc c'était juillet, il faisait 30 degrés, mais il pleuvait tout le temps.
tout le temps, avec plein de Sous la pluie. sous la pluie. Et en plus, on n'avait rien préparé. Et alors, je dis toujours aux gens qui veulent partir au Japon, c'est un pays qui ne s'improvise pas. Tu vois, il faut vraiment le préparer. Il faut être un peu introduit, avoir les bonnes adresses, parce que c'est pas en se baladant comme ça tranquille dans la rue que tu trouves le bon resto. Non, c'est en le connaissant. Et en fait, il est au 6e étage, une tour immense. Et donc, on avait rien préparé parce qu'on n'avait pas eu le temps et on débarquait dans ce pays, mauvaise saison, crevé et tout. Et en fait, on n'a pas du tout aimé notre semaine au Japon. Et en Comme plus, quoi, on on peut avait... pas tout Oui, réussir et que on peut même pas tout Poésie réussir. by Sophie Mais va oui, pas et déraper. après, j'en garde des super souvenirs Ouais. quand même, parce que c'était le début du tour du monde, qu'on a découvert des trucs magnifiques et tout ça. Mais c'est resté un peu, tu sais, la private joke de tout le tour du monde, c'était le Japon, quoi. C'était un peu le fail du début, on va dire. Et on aurait dû commencer par une destination soit comme toi, où t'es pris dans quelque chose vraiment, soit quelque chose de reposant, en fait, tout bêtement. Tu vois, commencer par une semaine un peu tranquille. Je pense que ça aurait été bien, tu vois. Ouais, je Donc pense voilà. que c'est un très bon conseil. Bien choisir son premier pays et bien choisir Bien choisir son... l'ambiance. On commence pas par un Voilà. city trip sous la pluie. Mais en même temps, tu vois, il doit y avoir des fails dans des Bien voyages comme sûr. ça au long cours, et tu peux pas tout aimer. Il y a des trucs qui sont un peu plus ratés que d'autres, et ça fait autant partie du souvenir. Enfin, franchement, Et on en c'est rit. d'ailleurs souvent ce dont on se souvient le plus, c'est Oui, un peu les exactement, catastrophiques. exactement. Donc voilà, ça fait partie de l'expérience. Et Eh ben, en tout cas, merci de nous l'avoir partagé parce que comme tu t'entends, il y a le côté Instagram où tout est parfait, mais il y a aussi des petits à la ratés et c'est réalité, très drôle de les raconter. évidemment, évidemment, avec plaisir. En tout cas, un immense merci. Je savais que j'allais prendre beaucoup de plaisir avec cette conversation et ça n'a pas loupé. Donc, merci d'avoir partagé tous tes bons plans, tes astuces, tes souvenirs, tes rencontres. C'était vraiment un bonheur de t'écouter. Ben, merci à toi. Quand on aime ça, on aime toujours en parler. Hein. C'est vrai, t'as raison. Je crois que c'est ce qui nous rejoint dans ces cas-là. C'est juste la passion du voyage. En tout cas, je mettrai aussi ton lien sur Instagram et sur ton blog parce que j'encourage tellement les gens à y aller. C'est juste un bonheur. Merci Sophie en tout cas et à très bientôt. Ben, un grand merci à toi. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est me téléporter en Afrique. Alors merci Sophie pour ta gentillesse, ton authenticité et pour tous tes conseils. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et donnez-moi 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.